je vais vous dire, pas officiellement, mais en fait, on échange déjà quelques mots comme ça, informellement, depuis quelques temps avec les premiers connectés, mais je vous accueille pour de bon cette fois au nom du bureau de la SFDP pour cette réunion en distanciel, qui est une grande première puisque nous n'en avions jamais fait jusqu'à présent, et ce qui permet d'ailleurs d'avoir un grand nombre d'inscrits. Bon, tout le monde ne s'est pas encore connecté, mais nous avions des inscrits de 6 pays différents ce soir, de France bien sûr, mais aussi une forte représentation du Maroc. On a Karim qui est de Tunisie, mais on avait aussi des gens inscrits de Belgique, de Côte d'Ivoire et même quelqu'un de Californie. Donc ça montre que les docteurs en pharmacie d'expression française s'exportent très très loin. Donc cette association, tu peux me passer la première slide? Voilà. Cette association est une association très ancienne, puisqu'elle a plus d'un siècle. Et en fait, son objectif, c'est de regrouper les docteurs en pharmacie pour valoriser la formation et le professionnalisme de ce diplôme. Mais ça se veut surtout un lieu d'échange entre confrères, pas trop formel. Et justement, on a la SFDP qui est devenue entre-temps la Société internationale des docteurs en pharmacie d'expression française, c'est pas seulement français, organise régulièrement des conférences, des journées d'échange, etc. Alors, tout a été mis un peu en sommeil au cours de l'année écoulée pour les raisons que vous connaissez, mais on va essayer justement de s'adapter, de faire, après cette première, peut-être d'autres réunions de ce type. C'est un lieu d'échange, mais c'est aussi donc pour une promotion un petit peu de la recherche. Et il y a un prix tous les ans accordé par la SFDP dans le cadre des prix donnés par l'Académie, donc qui est donné à un docteur d'université sur un thème scientifique. Donc sur la dernière slide, et je vais être très court, hein, donc c'est facile d'adhérer, il suffit de postuler, et puis on voit si on vous accepte ou pas. Vous avez les coordonnées, il suffit de toute façon, tous les messages que je vous ai adressés sont au nom de la SFDP, donc vous pouvez le faire. Alors, juste un dernier mot avant de démarrer pour de bon. Notre présidente, Nicole Moutin, malheureusement, n'a pas pu se joindre à nous ce soir pour un petit problème de dernière minute, mais elle vous adresse aussi son bonjour, et puisque c'est encore le moment de l'année où on peut le faire, écoutez, on vous souhaite une très bonne année 2021, en espérant que les choses se clarifient un petit peu et deviennent qu'on puisse de nouveau se rencontrer de façon plus facile et physiquement, si j'ose. Bon, cette réunion de ce soir a été organisée avec le soutien technique et logistique de la FIPA. Donc, je remercie Luc Besançon qui va être aussi l'orateur. Et Luc Besançon, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, c'est le délégué général de la FIPA, mais il a eu aussi auparavant une période assez longue à la FIP, à la Fédération internationale pharmaceutique, comme directeur général, et donc une vision assez internationale des sujets, et notamment du sujet qu'on va voir ce soir, qui sera donc pas seulement franco-français, même si il s'agit de la société, la SFDP. Donc, je ne vais pas vous perturber plus longtemps avec cette présentation. N'hésitez pas en tout cas, et je vous le redirai à la fin de la réunion, à nous faire part de vos commentaires, s'il y a des sujets qui vous sembleraient intéressants d'organiser de cette façon, si l'horaire vous convient, si le format vous convient, etc. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour, je vous le redirai à la fin de la session, puisque c'est pour nous un peu une nouveauté, donc on est preneur de tous vos retours. Voilà, mais je passe la parole à Luc. Alors, bien sûr, oui, une dernière modalité pratique. Vous pourrez poser des questions à la fin de l'exposé. Vous pouvez aussi dès à présent les poser par le chat qui est possible sur Zoom, comme vous le savez. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, on les regroupera à la fin. Et puis, à la fin, on pourra bien évidemment aussi avoir des questions en direct, puisque je pense que le format permet. Voilà, à toi, Luc. Merci beaucoup. Alors, peut-être aussi une autre demande, si jamais vous avez l'opportunité de pouvoir activer le mode muet, ça permettra d'avoir une meilleure qualité pour tous auditif, parce que sinon on risque d'avoir un peu plus d'écho. Si vous pouvez couper vos micros, ce sera plus simple. Exactement. Parfait. Merci déjà à la SFDP, que je connais depuis, je ne vais pas dire, mais 20 ans presque, de m'avoir proposé de faire cette présentation. Alors, cette présentation, même si elle est plutôt axée sur la France,
même si je pense que vous allez sans doute avoir un certain nombre de parallèles que vous pourrez dresser avec d'autres pays. Mais en aucun cas, en tout cas, n'hésitez surtout pas à l'issue de la présentation à soit poser des questions, à faire état de vos commentaires. Ça sera avec plaisir. Alors avant de commencer, peut-être je voulais juste vous poser peut-être 3 questions puisque je vais souvent parler de médicaments de PMF, donc prescription médicale facultative. Alors peut-être la première des questions et puis vous aurez la réponse à la fin. Normalement, si vous êtes attentif à la présentation, vous risquez aussi de pouvoir avoir ces réponses. La première, c'est combien est-ce que vous avez de molécules qui sont disponibles sans ordonnance et qui sont classées comme médicaments essentiels par l'Organisation mondiale de la santé? Deuxième question, c'est finalement quelle est la proportion de ces médicaments de prescription médicale facultative qui sont produits sur le sol français par rapport à ceux qui sont vendus en France. Et puis ensuite, le troisième point, c'est finalement quelle est la part du chiffre d'affaires d'une pharmacie française qui sont liés à des médicaments de PMF non prescrits, donc c'est-à-dire pour lesquels on n'a pas eu une visite préalable chez le médecin. Donc, je vous laisse, si vous voulez réfléchir, faire une première estimation. Si vous avez un bout de papier, c'est l'occasion. Et on verra si votre estimation initiale, elle a été confirmée ou si vous êtes très proche, voire exact sur ces chiffres-là. Alors, mon exposé va être vraiment autour de 2 éléments. D'une part, une description de l'état actuel dans les parcours, donc de la place de ces médicaments dans les parcours de soins, et puis un petit peu de prospective pour plus tard, qui s'appuie notamment sur des expériences à l'international. Alors, comme vous le savez peut-être, en France, on a vraiment deux typologies de médicaments de prescription médicale facultative, ce qu'on peut appeler des médicaments OTX, qui sont en fait des médicaments remboursables s'ils sont prescrits par un médecin. Alors, en quoi ils diffèrent des autres médicaments? C'est que le prix est fixé par l'État dans le cadre d'une négociation et qu'ils n'ont par conséquent pas la possibilité de faire la publicité auprès du grand public. Et c'est vrai que cette activité de médicaments de prescription médicale facultative qui est remboursable est un peu une exception au niveau des autres pays européens, puisque la plupart du temps, ces pays ne remboursent pas les médicaments de prescription médicale facultative. Et puis le deuxième élément, donc c'est ce qu'on appelle parfois les médicaments OTC, c'est-à-dire les médicaments qui, eux, ne sont non remboursables. Les prix sont libres. Ils sont souvent la possibilité de faire la publicité auprès du grand public, sauf décision contraire de l'ANSM. Donc, certains types de médicaments en France de type OTC ne sont pas autorisés à faire la publicité. Et puis, au sein de cette catégorie, on a une sous-catégorie qu'on appelle des médicaments de médication officinale. Et ces médicaments peuvent être mis devant le comptoir dès lors qu'ils figurent sur une liste qui est gérée par l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. On a environ 400 spécialités qui sont donc disponibles, qui peuvent être en accès libre, et environ entre 50 et 70% des pharmacies qui ont un espace de médication officinale dédié. Donc, c'est une possibilité qui est offerte aux pharmaciens, ce n'est pas une obligation, bien évidemment. Alors, cet accès libre, peut-être pour préciser, c'est que même ça permet aux patients peut-être de regarder la notice ou la boîte, mais dans tous les cas, il y aura toujours une dispensation par le pharmacien puisque le patient devra passer par le pharmacien pour acheter son produit et donc le pharmacien pourra associer ses conseils. Deuxième élément, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est là où on avait compté au niveau de la FIPA, on a à peu près 30 principes actifs qui sont classés comme des médicaments essentiels au niveau de l'OMS. Et ça représente sur le marché français environ à peu près 2500 spécialités. C'est-à-dire que c'est par exemple le paracétamol, l'ibuprofène, un certain nombre de vitamines et autres. Et puis, finalement, quelle est la place de ces produits? En fait, on voit que finalement, ils sont considérés quand même très essentiels et donc primordiaux pour la prise en charge des patients, au moins pour certains. Et puis, finalement, si on se place du point de vue du patient, face à des maux du quotidien, on a plusieurs options qui se présentent aux patients. La première, c'est d'aller chez le médecin, alors généralement généraliste ou aux urgences, qui peuvent alors prescrire ou pas, si c'est le cas, besoin des médicaments de prescription médicale obligatoire ou des médicaments de prescription médicale facultative. Deuxième élément, c'est d'aller en pharmacie et d'acheter ces médicaments après les conseils du pharmacien, ou sinon faire appel aux médicaments qui sont déjà disponibles dans l'armoire à pharmacie du patient. L'autre élément, c'est d'avoir recours à des restes de traitement médicamenteux
qui sont des médicaments de PMO. Alors là, c'est vraiment enfin, ce qu'on peut qualifier d'automédication irresponsable, puisque par définition, ces médicaments ne devraient pas être destinés. Face au mode du quotidien, on voit qu'il y a aussi une capacité à appliquer des conseils hygiéno-diététiques pour essayer de les régler sans nécessairement avoir recours à un produit, un médicament ou un dispositif médical. Et puis après, il y a l'option de rien faire. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que finalement, on avait fait une étude en demandant à des patients quelle est la place et finalement comment, face à un problème du quotidien, quels sont leurs premiers réflexes. Et donc finalement, on a vu par exemple sur la douleur, dans 43% des cas, les patients avaient recours à des médicaments de prescription médicale facultative. Et dans 28% des cas, ils allaient d'abord chez le médecin, et puis dans d'autres cas, ça va être des activités ou des conseils hygiéno-diététiques, voire éventuellement ne rien faire dans le sens, j'ai une douleur, mais je ne cherche pas à la traiter. On voit que sur un certain nombre de pathologies ou de maux du quotidien, tels que les maux de gorge, le recours à des médicaments de prescription médicale facultative est très élevé, 62%, et un très faible nombre de personnes vont aller directement chez le médecin, alors qu'à l'inverse, sur d'autres problématiques de santé, si on regarde par exemple les allergies, alors qu'il y a des offres qui sont tout à fait pertinentes en pharmacie, le réflexe d'aller chez le médecin pour traiter une allergie est encore très important, et finalement, la place des médicaments de PMF est un petit peu moindre. Donc, tous ces éléments aussi vous permettent de dire que finalement, même si on présente des données qui peuvent être agglomérées, on a quand même une assez grande diversité de situations, et que même au sein d'une pathologie ou d'un problème du quotidien, le patient a des approches qui peuvent être assez différentes. Alors, finalement, si on regarde d'un point de vue des médicaments, finalement, on a vraiment deux types d'utilisation de ces médicaments. Le premier, c'est ce qu'on appelle dans un cadre d'un parcours de soins officinal, c'est-à-dire où le patient vient avec une plainte ou avec un problème, sans nécessairement avoir un nom d'un produit à l'esprit, et après un entretien avec le pharmacien, y compris si besoin guidé par des arbres décisionnels, lorsque c'est parfois nécessaire, le pharmacien va lui conseiller un médicament. Et finalement, cette utilisation de ce produit, de ce médicament de prescription médicale, de ce médicament de prescription médicale facultative, suit très rapidement la dispensation. C'est-à-dire que c'est face à un problème que j'expérimente actuellement, j'essaie de trouver une solution que je puisse rapidement mettre en œuvre. Et puis, avec le temps, et parfois lorsque le patient a l'habitude aussi de son problème de santé et du bon usage des produits, il va peut-être plus avoir recours à un médicament qui est dans son armoire à pharmacie. Et finalement, cette deuxième étape, qui est parfois une progression, après avoir plusieurs fois utilisé le parcours de soins officinal pour une certaine typologie de problème, le patient estime qu'il a parfois les compétences, ou parce qu'il a pris confiance en lui. Et donc, finalement, il va pouvoir utiliser un produit, un médicament de prescription médicale facultative qu'il a acheté de façon anticipée. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on a une gestion de l'armoire à pharmacie, et où le patient va être capable de puiser les produits dont il a besoin. Alors bien évidemment, cette deuxième approche, idéalement, si on veut qu'elle soit responsable, ça nécessite une connaissance plus poussée de la part des patients de la santé et du bon usage des médicaments, et cette connaissance plus poussée, elle passera et aussi par les informations et les conseils du pharmacien, par la notice, et aussi son expérience personnelle, ainsi que éventuellement l'éducation qu'il a pu recevoir dans certaines parties de sa vie. Donc voilà, donc c'est un élément sans doute qui est intéressant de prendre en compte. Donc toutes ces approches, toutes ces remarques liminaires finalement disent qu'en est-il du rôle actuellement du pharmacien en matière de sélection des médicaments de prescription médicale facultative. Alors ce qu'on avait demandé auprès des pharmaciens, et alors les résultats sont à peu près similaires avec les patients, c'est que finalement, quelle est la proportion de patients qui viennent en pharmacie et qui demandent un conseil du pharmacien, ou demandent d'emblée un produit précis. Donc en fait, on voit que dans presque 66% des cas, les pharmaciens nous ont déclaré que les patients viennent en pharmacie sans nécessairement avoir un produit en tête, et ils demandent au pharmacien de les conseiller. Et puis même dans les cas où le patient vient
en pharmacie avec un produit en tête, un nom d'une marque en produit en tête, on va remarquer qu'au sein de ces 34%, dans presque 42% des cas, le pharmacien va avoir une influence. Soit parce qu'il va changer la DCI, donc la molécule, c'est-à-dire que le patient peut-être demander du paracétamol et il va l'orienter vers l'ibuprofène, ou il va garder la même molécule, mais utiliser une autre marque, que ce soit un générique ou un nom de marque. Donc, c'est ce qui fait qu'in fine, on a vu que dans presque 8 visites sur 10 d'un patient en pharmacie qui demande un médicament de prescription médicale facultative, le pharmacien va avoir un rôle actif dans la sélection et dans seulement 20% des cas, finalement, le patient a pu acheter le produit qu'il avait en tête et qu'il avait en tête à l'entrée à la pharmacie. Donc là encore, un rôle essentiel du pharmacien qui a un rôle clé dans le conseil et dans la sécurisation de la présélection qui peut être faite par le patient de ce produit. Alors, par rapport à cette situation, finalement, quand on pose aux patients, quelles sont les forces d'aller en pharmacie pour acheter ces médicaments de prescription médicale facultative? On voit que déjà, le premier élément, c'est que 80% des patients estiment qu'ils font confiance envers le pharmacien et 80%, à peu près dans des proportions quasiment similaires, estiment qu'ils sont fidèles avec leur pharmacien, c'est-à-dire qu'ils ne vont que dans une seule pharmacie. Et peut-être aussi cette confiance et cette fidélité s'explique par plusieurs avantages qui sont cités par les patients. On n'est pas là pour dire est-ce qu'ils sont judicieux ou pas, mais en tout cas, c'est le ressenti des patients. La première des points, ça a été vraiment la compétence et les conseils du pharmacien. Donc finalement, c'est le premier élément du diplôme de pharmacien qui vient en tête. Le deuxième, c'est un élément de praticité. C'est que c'est facile d'accès puisque c'est à côté de chez moi ou d'où je travaille. Troisième élément, c'est la relation de confiance. Et puis après, encore un autre élément de praticité, c'est-à-dire de dire que c'est une bonne couverture géographique. Cinquième point, ça sera autour de la disponibilité, c'est-à-dire que c'est un facile d'accès, pas besoin d'ordonnance. Et puis, un cinquième élément, c'est finalement une offre assez large de ces produits. Donc, on voit qu'on est vraiment autour de 3 éléments. Le premier, c'est un élément compétence relationnelle avec le pharmacien. Et le deuxième, ça va être autour notamment de la pharmacie elle-même, où est-ce qu'elle habite. Et puis, dans une moindre mesure, on va parler d'un système plutôt autour de l'ensemble des références et des solutions qui soient disponibles en pharmacie. Alors, quand on pose la question, et c'est pour ça que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, comment est-ce que les maux du quotidien sont traités, finalement, une des voies alternatives, c'est d'aller chez le médecin. Donc, on a posé la question aux patients, finalement, quel est l'avantage pour vous d'aller en pharmacie par rapport à aller chez un médecin? Alors, le premier élément qui vient, c'est un accès rapide. Donc, c'est un élément, finalement, de praticité fort. Deuxième élément, là aussi, c'est les conseils qui sont personnalisés. Donc, il y a un élément fort, y compris en termes de valeur des patients d'appréciation. Troisième élément, c'est aussi un élément d'éviter à payer une visite chez le médecin, enfin les honoraires du médecin. Et puis, dans un certain nombre de cas, finalement, une intégration beaucoup plus générale à l'offre de soins qui est fournie en pharmacie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la pharmacie française, ces médicaments de prescription médicale facultative? Alors, le premier élément, déjà, c'est de dire que alors, au sein de la FIPA, on a tendance à avoir deux termes qu'on utilise. Le premier, c'est les produits de santé de prévention de premier recours, qui sont en fait la plupart des produits, donc c'est des médicaments de prescription médicale facultative, des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires qui sont utilisés pour traiter ou prévenir les maux du quotidien. Alors, cette catégorie représente à peu près 10% du chiffre d'affaires des pharmacies en France, ce qui fait à peu près 3,5 milliards d'euros en 2019. Et en 2020, on aura prochainement les chiffres de la FIPA et c'est dans ces mêmes proportions. Et ça représente en moyenne 40 visites par jour et par pharmacie. Ce qui n'est pas négligeable, ça veut dire qu'il y a à peu près 25% de toutes les personnes qui rentrent dans une pharmacie qui vont dans la pharmacie pour acheter soit un médicament de prescription médicale facultative, soit un dispositif médical ou un complément alimentaire sans ordonnance. Et si on s'intéresse particulièrement aux médicaments de prescription médicale facultative, ceux qui ne sont non prescrits représentent à peu près 5,7% du chiffre d'affaires de la pharmacie, soit à peu près une moyenne générale qui est à peu près
de 31 €. Alors, ça peut paraître peut-être élevé, mais la réalité, c'est qu'en fait, on est assez faible puisqu'au niveau de l'Allemagne, par exemple, on a un recours beaucoup plus important et ce qui s'accompagne aussi à des dépenses plus importantes des patients, jusqu'à 70 € par an et par patient en moyenne en Allemagne. Alors, comme je vous ai dit, finalement, on a un marché assez différentiel et on voit sans doute que les médicaments de prescription médicale facultative en France ont tendance à peut-être un peu plus marquer le pas que d'autres types de produits. Et ce marquage de pas s'explique aussi par un certain nombre de décisions réglementaires qui ont limité ou l'accès à ces médicaments ou dans certains cas qui les ont relistés. Alors, comme on est dans une période, c'était un petit peu difficile de faire l'impasse sur l'aspect Covid. Alors finalement, quel a été le retour et les enseignements principaux du Covid et de l'utilisation des médicaments de prescription médicale facultative pendant les premières vagues de Covid? Alors la première, ce qu'on a constaté, les pharmaciens ont constaté, c'est qu'ils ont constaté une augmentation des demandes de conseil. C'est-à-dire qu'on a eu plus de personnes qui sont venues en pharmacie pour demander un conseil, alors qu'avant, ils pouvaient aller soit chez le médecin, soit ils venaient avec un nom d'un produit. Deuxième constatation, on a vu que 27% des patients français ont davantage privilégié le passage en pharmacie que chez le médecin pour les maux du quotidien. Par contre, et c'est sans doute un élément assez intéressant, c'est pas parce que les patients ont été plus à demander du conseil qu'on a une augmentation de la consommation et des ventes de médicaments de prescription médicale facultative. À l'inverse, parce qu'on a eu beaucoup moins de pathologies hivernales, donc beaucoup moins de cas notamment de rhume, de diarrhée, de gastro-entérite, qui sont notamment liés en partie à des gestes barrières, en partie au confinement et en partie à des modifications du quotidien de chacun. Finalement, on a constaté qu'on a eu un certain tassement des ventes de médicaments de prescription médicale facultative. L'autre élément qui est assez intéressant, c'est que il n'y a pas eu de pénurie de médicaments de prescription médicale facultative en France. Alors même qu'on a eu, notamment en amont du premier confinement, une demande très importante puisque certains patients se sont rués sur les pharmacies pour soit s'assurer que leur armoire à pharmacie était à jour et qu'ils pourraient avoir l'ensemble des médicaments dont ils auraient besoin. Ainsi, par exemple, sur la semaine du 12 au 22 mars 2020, on a eu une augmentation de 8,3 millions d'unités en plus qui ont été dispensées en pharmacie par rapport à la même semaine de l'année précédente. Et finalement, ça s'explique cette absence de pénurie aussi parce qu'on a presque 55% des médicaments de prescription médicale facultative qui sont vendus en France, qui sont en fait fabriqués en France. Ce qui est un petit peu différent de la situation des médicaments de prescription médicale obligatoire qui, eux, représentent environ 22%, seulement 22% de ces médicaments de prescription médicale obligatoire sont fabriqués sur le sol français. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu l'état des lieux dans une situation normale, un petit peu les points essentiels de la situation liée au Covid, qu'en est-il de la place de ces médicaments et quels sont les modèles qui peuvent évoluer à l'avenir sur les médicaments de prescription médicale facultative demain? Alors, ça c'était un résumé un petit peu du rôle essentiel de la pharmacie qu'on peut essayer de résumer autour de 5 grands axes. Le premier, c'est finalement si on met vraiment le patient au cœur de notre système de santé, c'est lui qui va décider où il désire, par quelle porte il désire entrer dans le système de santé. Il peut choisir d'aller chez le médecin ou il peut choisir d'aller dans le pharmacien. Et le pharmacien, l'une de ses premières étapes, ça va être d'avoir une évaluation professionnelle et un triage pour dire est-ce que je peux prendre en charge ce patient ou pas. Et si je ne peux pas, je vais bien sûr le réorienter vers un médecin ou un autre professionnel de santé. Et si je peux le prendre en charge au regard de ses besoins, soit je vais me limiter à de la prévention, des conseils d'éducation, ou si besoin, lui fournir un traitement de courte durée, souvent par des médicaments de prescription médicale facultative, mais ça peut être aussi par des dispositifs médicaux ou d'autres produits. Et puis, dans un troisième temps, je vais m'assurer que finalement, le traitement que je lui ai fournit des résultats de santé efficaces et à la hauteur de ses attentes. Donc, c'est vrai qu'on voit que finalement, l'évolution de la pharmacie va être sur 2 axes.
Le premier, c'est la prise en charge des soins de premier recours, où les médicaments de prescription facultative ont un rôle important. Et puis le deuxième, ça va être l'accompagnement des patients, notamment des patients chroniques, pour des traitements de très longue durée. Alors, ce qu'on a vu, c'est que dans certains cas, il y a une prise en charge des médicaments de prescription médicale facultative délivrés sans ordonnance. C'est le cas, par exemple, au Royaume-Uni, où, à travers une sorte de liste, de formulaire de médicaments de prescription médicale facultative disponibles dans 3 des 4 nations du Royaume-Uni, le pharmacien va pouvoir dispenser ces produits et ils seront remboursés par l'assurance maladie en l'absence d'une ordonnance médicale. Dans certains cas, c'est un outil pour permettre un accès à ces médicaments, notamment dans les populations soit les plus vulnérables ou ayant des revenus les plus modestes. Et dans d'autres cas, c'est le cas dans l'Irlande du Nord, c'est accessible à l'ensemble de la population, avec des rémunérations qui vont être différentes. Dans certains cas, on va avoir une rémunération qu'on appelle par capitation, c'est-à-dire que c'est par le nombre de patients qui peuvent recevoir ce service, qu'ils le reçoivent ou pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas à une facturation à l'acte, on a une facturation à l'accès à un service, que cet accès soit utilisé ou pas. Et à l'inverse, en Irlande du Nord, on est plutôt sur une sorte d'honoraire à la consultation, dont le montant est dégressif pour justement éviter qu'il y ait une incitation à multiplier les consultations et les dispensations qui ne seraient pas nécessaires. Un autre exemple, c'est ce qui se passe en Suisse à travers le programme Netcare. Donc le programme Netcare, ça couvre une vingtaine d'infections courantes et c'est basé sur des algorithmes qui sont développés par l'Association des pharmaciens suisses. Donc là, le pharmacien, comme je vous avais indiqué précédemment, part sur un pré-triage. Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte? Dans ce cas-là, je réoriente vers les urgences ou vers un médecin. Si ce n'est pas le cas, je vais faire une évaluation poussée qui va donner lieu soit à, dans un premier cas, un conseil et ou des médicaments OTC, ou si j'ai besoin, je vais pouvoir établir une téléconsultation à l'officine, par visioconférence ou par téléphone, pour régler les problèmes du patient. Et puis le troisième élément essentiel, c'est 3 jours après l'appel, la pharmacie appelle le patient pour faire en sorte de vérifier si le problème de santé du patient a été réglé ou en voie de l'être. Donc, on est presque sur un service d'ARTI, un service après-vente de qualité, puisqu'en fait, on regarde aussi si finalement le problème est résolu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a constaté que dans 76% des cas, le seul conseil du pharmacien et des médicaments de PMF étaient disponibles et suffisaient à résoudre le problème. Dans 17% des cas, ça a été la combinaison du conseil du pharmacien suivi d'une téléconsultation qui a permis de résoudre le problème. Et dans seulement 7% des cas, on a eu une orientation, une visite chez le médecin. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une approche où on utilise les capacités du pharmacien au maximum et finalement, la téléconsultation n'est proposée que lorsque le pharmacien soit a un doute, soit dans des situations particulières. Et puis, le troisième élément, c'est vrai qu'on a souvent cette discussion, en tout cas cette idée de dire « et si on faisait le pharmacien qui soit prescripteur ?» Alors, la prescription, on voit au niveau d'un grand nombre de pays du pharmacien, elle a plusieurs objectifs, mais les deux principaux sont de permettre une prise en charge de ces médicaments dispensés par l'assurance maladie et éventuellement de pouvoir dispenser des médicaments de prescription médicale obligatoire dans le cadre tout à fait de façon légitime sans une ordonnance médicale. Donc, on a eu de très nombreux exemples de type cystite, contraception régulière, des affections mineures, même des traitements d'infections à chlamydia, voire la prophylaxie contre le VIH. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, certains pays, à l'instar de la Nouvelle-Zélande, ont réussi à avoir notamment l'accès à des médicaments de prescription médicale obligatoire à travers une autre approche qui est de délister. Et donc, par exemple, en Nouvelle-Zélande, la cystite, la contraception régulière peuvent être dispensés par les pharmaciens sans ordonnance. Ils n'ont pas pour autant un pouvoir de prescription, mais ces médicaments sont des médicaments de prescription médicale facultatifs. Par contre, leur dispensation est souvent soumise au suivi d'un arbre décisionnel, donc en fait un organigramme qui définit les questions clés et aide à guider le jugement professionnel du pharmacien. Enfin, un dernier élément, on voit, et c'est un élément sur lequel aussi au niveau de la FIPA, mais d'autres pays aussi, on pousse, c'est d'avoir une inscription systématique de la dispensation des médicaments de prescription facultative au sein des logiciels de la pharmacie. Alors pourquoi?
pour plusieurs raisons. D'une part, si on l'inscrit, c'est qu'on pourra être à même et on va faciliter la détection des interactions. Et puis, on permet aussi de traçabilité complète de la dispensation. Deuxième élément, on voit que c'est notamment, ça permet soit d'identifier des cas de mésusage, soit de prévenir parfois ce qu'on appelle un nomadisme pharmaceutique, c'est-à-dire une personne qui va de pharmacie en pharmacie acheter le même produit et généralement, ce n'est pas pour un usage raisonné. Donc, c'est le cas, par exemple, quand on regarde en Australie, où la pseudoéphédrine est souvent utilisée, enfin, était utilisée jusqu'à la mise en place d'un système similaire pour fabriquer de la méthamphétamine, puisque ça peut être utilisé dans ce cadre-là. Et donc, ça a permis d'éviter justement qu'il y ait des personnes qui fassent l'ensemble des pharmacies pour récupérer de la pseudoéphédrine et ensuite fournir les trafiquants locaux en ce produit chimique. Si vous avez regardé la série sur Netflix Breaking Bad, c'est un petit peu ces éléments qui sont listés. Et puis le troisième élément, c'est rendre visible le travail du pharmacien. C'est-à-dire que dans un système comme la France, l'assurance maladie et les pouvoirs publics ne peuvent s'appuyer que sur les données de l'assurance maladie. Or, ces données d'assurance maladie ne sont complètes que si le pharmacien dispense sur une dispensation. Et donc, ça veut dire qu'en l'absence de ces données de la dispensation sur prescription sans ordonnance, finalement, les pouvoirs publics n'ont aucune visibilité sur le travail qui est fait. Et le deuxième élément, c'est aussi n'ont aucune visibilité sur les cas où les pharmaciens ont refusé la dispensation pour des raisons de santé. Donc, finalement, c'est sans doute un élément assez intéressant. Et puis, le troisième élément, le deuxième point, au-delà des objectifs de santé publique qui sont essentiels, c'est on se rend compte aussi que parfois, les pharmaciens ont peut-être encore pas encore une bonne utilisation de l'ensemble des données qui sont disponibles et qui peuvent les aider à mieux comprendre quels sont les besoins actuels de leurs patients et pouvoir y répondre, soit en termes d'aménagement, soit en termes de références qui sont présentes dans la pharmacie. Donc finalement, s'il y a une inscription systématique du logiciel, ça permet aussi de dire finalement, est-ce que certains de ces produits sont plutôt dispensés à des jeunes, à des personnes un peu moins jeunes, etc., etc. Donc finalement, ça permet aussi un meilleur pilotage entrepreneurial de la pharmacie en connaissant un petit peu mieux et en pouvant vraiment quantifier les besoins des patients. In fine, quelle est la place de ces produits et finalement vers quel type d'action on peut voir? Au niveau international, on voit qu'on a vraiment deux évolutions majeures et de positionnements différents de la pharmacie. Le premier positionnement, c'est ce que je peux appeler des pharmacies axées sur les activités commerciales. C'est typiquement des très grosses pharmacies qui utilisent ces produits comme des produits d'appel et qui, notamment pendant le Covid-19, ont été les principales pharmacies qui ont vu leur chiffre d'affaires diminuer en France, puisque les patients sont plutôt été au niveau des pharmacies plus locales. Mais finalement, l'un des points qui est important, c'est qu'au niveau international, on voit que c'est soit les grosses pharmacies, soit des chaînes de pharmacies, et que c'est souvent celles qui sont le plus souvent challengées et en compétition avec les ventes en ligne. Les ventes en ligne qui peuvent être depuis la France, mais aussi depuis l'étranger, puisqu'on pense actuellement qu'à peu près 50% des ventes de médicaments de prescription médicale facultative faites à l'intention des citoyens français qui sont depuis l'étranger, mais au sein de l'Union européenne, donc qui sont légales, c'est juste que ça ne passe pas par le circuit pharmaceutique français. Ces pharmacies sont plutôt, si elles font du service, un nombre très limité, et l'objectif, c'est que ces services aussi constituent des produits d'appel pour générer un maximum de visites. Et leur stratégie, c'est se placer sur quels sont les types de produits, le prix, s'assurer d'un canal de distribution et une activité de promotion beaucoup plus intense. À l'inverse, on voit d'autres types de pharmacies qui sont plus axées sur ce qu'on peut appeler des solutions personnalisées, où elles se positionnent en tant que centre de santé de bien-être de proximité, où finalement le pharmacien développe une solution personnalisée au regard des besoins spécifiques du patient, cette solution étant dans un premier cas une analyse complète, une évaluation professionnelle. Ensuite, on crée un mix de conseils, de services, de produits qui permet d'y répondre. Et ensuite, on fait le suivi
de résultats. Et là, on est sur une approche qui est aux États-Unis qui est appelée sur les 4C, qui sont donc autour de l'interaction, de la personnalisation, de la collaboration et aussi de la capacité à devancer les besoins. Alors, comment ça se reflète? Si on regarde en termes d'aménagement de la pharmacie qui est axée sur les activités commerciales a généralement une réflexion de sa construction autour de la réflexion autour de stimuler les flux, s'assurer que les patients, à travers leur cheminement dans la pharmacie, puissent, si c'est l'occasion, avoir des achats spontanés, alors pas forcément en termes de médicaments, mais sans doute plutôt d'autres produits, alors qu'à l'inverse, au niveau notamment des pharmacies qui sont axées sur les services, on aura des différenciations beaucoup plus importantes, des espaces qui sont non dédiés à la vente, que ce soit des espaces d'entretien pharmaceutique, que ce soit des espaces autour, par exemple, des activités de promotion de la santé, et sans doute des éléments, une meilleure distanciation entre les différents comptoirs, puisqu'on ne sera pas sur la course à la surface, mais plutôt au confort. Et dans un cas, on est, donc le premier cas, priorité au flux, c'est le cheminement qui est utilisé notamment dans les grandes surfaces. Dans le deuxième cas, c'est par exemple au niveau de la France, le cheminement qui est plutôt en cours au niveau des banques, où finalement, quand je vais quelquefois auprès de ma banque, la première chose qu'on me demande, c'est est-ce que je veux un café et c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'ils vendent depuis cette banque, puisqu'ils vendent du service dans ce cadre-là. Voilà les différents éléments. Ce que je voulais aussi juste terminer, c'était un tout petit peu point, c'est de dire que finalement, au-delà même des médicaments, on voit qu'il y a ces deux outils qui sont les dispositifs médicaux et les compléments alimentaires, qu'on voit qu'au cours des dernières années, le médicament a eu tendance à un peu plus se tasser. Par contre, les deux leviers qui ont été les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux ont connu une croissance. Et cette croissance, elle s'appuie en général beaucoup plus sur les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux. Donc, c'est sans doute un point, sans doute pas à négliger en tant que pharmacien au quotidien. Donc, juste Pierre, avant de te rendre la parole, je vous ai posé des questions en début, donc je voulais au moins vous donner les réponses. Donc, pour rappel, on a 30 molécules disponibles sans ordonnance qui sont classées comme médicaments essentiels par l'OMS. On a 55% des médicaments de PMF qui sont actuellement produits en France. Et puis, le chiffre d'affaires des pharmacies qui sont liées aux médicaments de prescription médicale facultative non prescrits, c'est 5,7%. Voilà. Merci Luc de cet exposé très, très clair, très complet et très passionnant pour l'évolution de la pharmacie et de ce secteur des médicaments de prescription facultative. Comme il n'y a pas encore de questions, je vais commencer. En fait, tu nous as présenté un petit peu les deux modèles de pharmacie, ce qu'on voit bien d'ailleurs en France. Je ne sais pas exactement comment ça se passe partout ailleurs, mais en France, en tout cas, on voit nettement se distinguer deux types de pharmacies. Des pharmacies à une visée plus commerciale, c'est en général effectivement des grandes pharmacies, et puis des pharmacies, un peu plus la pharmacie de quartier, où on a l'habitude d'aller, où on connaît le pharmacien, etc. Est-ce que cette séparation risque pas de changer un petit peu avec la situation actuelle, puisque finalement, ce sont souvent les grandes pharmacies, quand on se promène dans la rue, où il y a des barnums pour faire les tests Covid, ou souvent c'est dans les grandes pharmacies qu'on fait les campagnes de vaccination contre la grippe, pour des raisons, j'imagine, simples. Les locaux ils sont plus adaptés, il y a un peu plus de place, il y a un peu plus de personnel. Est-ce que finalement, à cause de ça, on ne gomme pas un petit peu la distinction entre les pharmacies qui ont une vision un peu plus commerciale, effectivement, qui jouent sur les facteurs de volume, de prix, Oui. etc., et les autres, puisque entre grandes et petites pharmacies, finalement, la notion de service, alors c'est pas le même service, c'est vrai, mais cette distinction est peut-être plus tout à fait la même que celle qu'on imaginait ou qu'on a l'impression de voir. Je ne sais pas quel est ton sentiment sur ce Alors, sujet. mon sentiment, c'est qu'en fait, la pharmacie de quartier, elle va se différencier sur deux éléments. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, actuellement, la pharmacie de quartier, pour l'instant, quand je vois au niveau international et peut-être aussi en France, on a tendance à la considérer que comme une pharmacie de quartier. Et je pense qu'au sein de la pharmacie de quartier, on voit vraiment deux évolutions. Celles qui n'ont aucun positionnement ou un positionnement très peu clair,
Et donc, c'est celles qui sont aussi en danger parce que finalement, face à ce positionnement pas clair, qui sont ni sur le service, ni sur le prix, le produit, finalement, c'est très compliqué pour elles de résister. Et puis celles qui sont un aspect professionnel et qui souvent auront aussi une réflexion autour notamment de la place des médicaments, de la surface, de l'organisation de ces éléments. On sait qu'à terme, on aura sans doute une légère réduction du nombre de pharmacies en France pour des raisons économiques. On a déjà d'ailleurs, Mais quand on regarde, exactement, c'est un mouvement qui est dans beaucoup de pays européens la même situation. Et donc, finalement, la nécessité d'un positionnement clair est important. En Australie, ils ont fait une analyse qui était assez intéressante. Ils ont dit, voilà, vous avez, quel est le rendement économique d'une pharmacie en fonction de son positionnement. Donc, ils ont un rendement qui était une grosse pharmacie accès commercial. Celle-là, elle n'était pas mauvaise. Ensuite, on avait un rendement d'aucun positionnement de la pharmacie. Là, le rendement était catastrophique. C'est-à-dire qu'on était proche de zéro, donc on avait des difficultés à maintenir l'activité. Et celles qui avaient le meilleur rendement, c'était les pharmacies qui étaient axées sur les services. Parce qu'en fait, qui dit service dit aussi que le patient va apprécier la valeur des produits et peut-être du prix un petit peu plus élevé que vous proposez, mais vous offrez une expérience complète. Donc, c'est vrai qu'il y a pour répondre à ta question, Pierre, j'ai l'impression que souvent, on a tendance à imaginer la grosse pharmacie par rapport à la pharmacie de quartier. Je pense que la pharmacie de quartier, en fait, c'est un ensemble beaucoup plus hétérogène qu'on veut bien l'imaginer et que finalement, il y a aussi cette nécessité quand même de se positionner en quel va être mon domaine d'activité, en quoi ma zone est différente. Et finalement, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, souvent, la sélection d'une pharmacie, quand il y a plusieurs pharmacies dans les environs, elle va aussi se faire à travers le service autour des médicaments de prescription médicale facultative. La première fois que vous allez dans une pharmacie, c'est souvent ça, quand vous arrivez, quand vous aménagez, surtout quand vous êtes un peu plus jeune, quand vous n'avez pas encore des maladies chroniques. Et pour y rester fidèle, et c'est là où finalement peut-être il y a la marge la plus intéressante pour le pharmacien sur les produits chroniques. Mais finalement, c'est comment est-ce qu'on utilise et on valorise son expertise sur un achat où il y a un aspect prix, mais il y a sans doute un aspect différenciant qui est le conseil, pour ensuite bâtir une vraie fidélité dans cette pharmacie au fil des années. Est-ce que l'évolution justement des téléconsultations et peut-être de la présence de cabines de téléconsultation de certaines pharmacies ne va pas aussi vers la concentration et donc vers les grandes pharmacies? De toute façon, on va avoir un effet parce que si on veut développer des services, ça implique qu'il y a un nombre sans doute plus important de pharmaciens au sein de la pharmacie. Donc, à terme, on pense que ça sera compliqué pour une petite pharmacie où il n'y a qu'un seul titulaire et un préparateur, par exemple, d'arriver à vraiment fournir le service sur lequel les pouvoirs publics sont prêts à mettre de l'argent. Donc, sans doute qu'à terme, comme tu le disais, les petites pharmacies auront des grosses difficultés à continuer ou en tout cas à avoir le même étendue de service. Alors, quand je parle de service, ce n'est pas qu'il faut fournir tous les services. Il faut fournir les services pertinents. Et moi, j'aime bien challenger mes amis pharmaciens titulaires en disant lequel d'entre vous a un plan stratégique de sa pharmacie? Et il me regarde avec des grands yeux en me disant mais de quoi tu me parles? C'est une pharmacie? Mais je fais oui. C'est quoi tes axes de développement? C'est quoi ton budget recherche et développement? Je ne dis pas un budget de centaines de milliers, mais pourquoi moi je milite pour qu'il y ait un budget recherche et développement dans chaque pharmacie d'officine? C'est que ça vous pousse à réfléchir, c'est quoi mon évolution? Qu'est-ce que je vais essayer de tester? Ça peut être un nouveau service, ça peut être une nouvelle façon de présenter, de prendre en charge. Et puis peut-être aussi un dernier point, Pierre, pour l'aspect télécabine. C'est vrai qu'actuellement, la plupart des personnes qui commercialisent des télécabines veulent que le patient vienne en pharmacie et tout de suite aille quand ils viennent en pharmacie, tout de suite aille vers la télécabine. Alors que le modèle suisse, je trouvais qu'il est intéressant, c'est de dire, avant d'envoyer qui que ce soit en télécabine… Oui, c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'en plus,
vous valorisez vos compétences, on valorise nos compétences en tant que pharmacien. Si la seule chose que la personne fasse, c'est je vais en pharmacie, je vais en télécabine, la télécabine, elle peut être chez la parfumerie, elle peut être dans la droguerie, elle peut être dans la mairie, et finalement, la valeur qu'on apporte, elle est nulle. Alors, il y a une question de Younes Belayachi sur le chat qui est, te remercie de cette présentation, mais je pense que tu le sais. Il pose des questions sur l'évolution des marges des produits de prescription facultative, de la marge pour le pharmacien d'officine. Alors, ça, je suis interdit de vous le dire pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, la FIPA, on n'a pas pour objectif, pour nos regards des droits de la concurrence, d'étudier les marges de ces éléments. De façon, alors, je n'ai pas d'éléments chiffrés. Ce qu'on voit, c'est que c'est avant tout un positionnement. Les grosses pharmacies ont tendance à avoir des marges très réduites, mais elles font sur du volume. Les petites pharmacies, là aussi, elles font des marges qui sont à peu près plus importantes, mais qui sont mais sur un volume plus faible. Alors, l'aspect rentabilité, entre guillemets, sur ces sujets, c'est aussi, et c'est là où c'est compliqué, c'est que souvent, le pharmacien, sur sa détermination de marge, a tendance à appliquer un même taux pour l'ensemble des produits. C'est-à-dire, tous mes médicaments de PMF, mon prix d'achat, c'est ça, je le multiplie par un coefficient qui m'est propre, et c'est mon prix de vente. Et peut-être qu'il y a un peu plus de finesse à avoir, alors pas forcément autant que les grosses pharmacies où il y a vraiment une vraie politique entre guillemets de positionnement, etc. Mais il y a peut-être un élément aussi de ces éléments de marge sur ces sujets. On a vu que finalement, on voit que ça représente, que les prix, ce qui est intéressant, c'est que les prix finaux des pharmacies ont très peu évolué depuis les 5 dernières années. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas une augmentation du prix pour le patient. Et je sais que, notamment à travers un certain nombre de groupements, il y a parfois aussi des contrats qui peuvent être négociés. Donc, on a différents outils qui peuvent aider le pharmacien à avoir des tarifs qui continuent à être bas d'achat et en même temps, il y a une certaine responsabilité de ce sujet. J'imagine qu'il y a une politique de prix dans les groupements, justement. Tout à fait. Alors, certains groupements essayent alors, en France, ont des structurations un petit peu différentes. Certains groupements, alors pas sur le médicament parce que c'est très compliqué, il n'y a pas de marque de distributeur, mais par exemple aux États-Unis, on a presque 25% du marché des médicaments OTC qui sont en fait des marques propres aux pharmacies, aux chaînes de pharmacie notamment. Alors, il y a une autre question assez différente de Christiane Garbet sur les pharmacies et centres médicaux. Je ne comprends pas exactement la question. Si tu peux préciser, Christiane. Oui, les centres médicaux de santé qui sont en train de s'installer, est-ce que ça a un intérêt pour les pharmaciens et est-ce que ce n'est pas un peu l'avenir? Alors, il y a un intérêt réel pour deux raisons. Déjà, que vous soyez bon ou pas bon, vous captez la clientèle. C'est-à-dire que si vous venez voir votre médecin et qu'en bas du médecin, vous avez la pharmacie, finalement, vous n'allez pas forcément changer, aller, surtout si vous êtes en voiture, vous arrêter en face de la pharmacie, repartir une deuxième fois chez vous. Donc, c'est par exemple, si on regarde les Pays-Bas, un grand nombre alors maisons de santé, quel que soit le terme qu'on utilise, en fait, sont des propriétés, en fait, sont gérées par des chaînes de pharmacie. Et donc, c'est aussi une façon pour eux, encore une fois, de garder, ou en tout cas, d'éviter, enfin, de canaliser la patientèle plutôt auprès de cette pharmacie-là. Donc, d'un point de vue économique, il y a un sens. Il y a aussi un autre intérêt, surtout dans les milieux ruraux, c'est que ça facilite le recrutement et la persistance des médecins et des autres professionnels de santé parce que c'est une pratique en groupe qui est beaucoup plus agréable. Et donc, c'est aussi une façon de maintenir le prescripteur, puisque quand même presque 80% du chiffre d'affaires de la pharmacie en France est généré par des médicaments sur ordonnance. Vous n'avez plus de prescripteurs, vous n'avez plus de marché, pour faire très simple. Alors, tu as conseillé, oui, effectivement, de réfléchir à une stratégie de développement pour une officine. Il y a une question de Aïcha Zahi au Maroc qui pose comme question est-ce que tu conseilles, est-ce qu'il est recommandé pour définir cette stratégie de se faire accompagner?
Alors, on peut se faire accompagner. Après, je pense qu'il y a, j'ai aucune capacité à le faire avec vous, malheureusement, à la FIPA m'occupe assez. Mais je pense qu'en termes d'accompagnement, on peut le faire. Mais je pense qu'il y a un élément, quelques conseils qui peuvent déjà commencer. Faites par écrit une analyse de votre clientèle. Pourquoi je vous le dis par écrit? Parce qu'on connaît à peu près notre clientèle, mais vérifiez si les chiffres que vous imaginez, c'est quoi la proportion de jeunes, de moins jeunes, de femmes enceintes qui viennent dans vos pharmacies ou pas. Donc déjà, ayez cette analyse par écrit de dire finalement quel est mon bassin de population et ma clientèle actuelle. Et mes ventes sur un certain nombre de ces produits pour que vous connaissiez finalement, si vous avez beaucoup de diabétiques, peut-être c'est pertinent de fournir un service ou d'avoir un rayon clairement identifié, soutien au diabète par exemple. Deuxième élément, c'est gardez-vous 1 ou 2 jours par année pour réfléchir à votre stratégie d'entreprise. Mettez-le sur votre calendrier parce que sinon, on a toujours tendance à dire « j'ai pas le temps, je suis tellement occupé ». Donc, c'est sans doute un élément important. Et au cours de cette stratégie d'entreprise, définissez un petit peu quelle est votre mission, en quoi vous souhaitez être différent des autres pharmacies, et ensuite d'identifier quelques axes essentiels sur l'année ou 2. Et généralement, cette stratégie, on essaie de la faire en collaboration avec l'équipe officinale, puisque ça permettra aussi d'avoir un projet porteur sur ces sujets. Mais souvent, cette phase 1 d'analyse de quelles sont votre patientèle, actuelle et peut-être potentielle, et dans un deuxième temps, de faire une vraie approche stratégique. Alors, pourquoi je le fais par écrit? Pour moi, c'est parce que quand on est par écrit, ça nous aide à réfléchir, à vraiment s'assurer qu'on ne dit pas les choses juste qu'on veut se faire plaisir, mais qu'on puisse être peut-être plus critique et qu'on puisse le partager plus facilement avec les autres membres de l'équipe officinale. Il y a d'autres précisions sur ce thème-là, où je peux effectivement passer à une autre question, qui est une nouvelle question de Younes Belayashi à propos du packaging, qui va bien au délégué général de la FIPA, puisque sa question concerne le fait que les conditionnements ne soient pas forcément adaptés à la patientèle pour les médicaments de prescription facultative. Et donc, peut-être un effort de la part des industriels. Nous, on est toujours prêts à essayer de faire des efforts. Alors, il y a 2 éléments. Il y a déjà une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut mettre sur le packaging. Et l'une des difficultés qu'on a actuellement, c'est qu'on a beaucoup de mentions obligatoires sur le packaging qui, finalement, rendent quelquefois compliqué de tout mettre dessus. Et il y a aussi un aspect, puisqu'on est sur un marché, de faire en sorte que le packaging soit visuellement intéressant. Donc, quand on regarde les packagings, je vous encourage à le faire, regardez la proportion de mentions obligatoires qui ne sont parfois pas toujours liées aux règles de bon usage ou qui ne sont pas toujours dans un format qui est approprié, mais ces éléments sont obligatoires. Deuxième point qui sont importants à préciser. Attendez, j'ai juste coupé le son. Voilà. Oui. Deuxième point qui sont importants à préciser, c'est vrai que l'Agence du médicament a défini un certain nombre de recommandations pour essayer d'améliorer la lisibilité. Elles sont progressivement mises en place par les laboratoires pharmaceutiques sur ces sujets. Alors, il peut y avoir des différences, j'imagine, entre peut-être le Maroc, la France et d'autres pays. L'autre élément, c'est on voit que certains secteurs ont peut-être un peu plus réfléchi sur ce sujet, notamment, par exemple, en réservant des espaces dédiés pour que le pharmacien puisse écrire ces quelques conseils clés. Mais c'est vrai que le packaging, on a deux sujets. La taille. Alors, les obligations en France, c'est la taille de dispensation des médicaments de PMF doit refléter un usage raisonné et un traitement de courte durée. Donc, on n'est pas comme aux États-Unis à avoir des paquets de 400 ou 500 comprimés de paracétamol, par exemple. On est sur un usage petit. Donc, l'objectif étant vraiment d'éviter ces éléments. Après, sur la qualité de l'information et sur les améliorations. Moi, si Younes, tu as des idées, je suis très preneur, ou des exemples aussi, on va peut-être pas forcément le faire ici, mais je pense que les laboratoires ont aussi cette possibilité de se différencier par le packaging qu'ils proposent. J'imagine que les laboratoires sont tout à fait à l'écoute de ce genre de choses. C'est un argument. Si les pharmaciens leur disent tout à coup « votre truc, ça ne va pas du tout », c'est un argument qui peut être pertinent.
Par exemple, je sais que certains des laboratoires ont actuellement une réflexion de dire est-ce qu'on doit continuer à mettre sur nos packaging un film plastique parce qu'on sait très bien que ça protège mieux, y compris en cas d'eau, mais la difficulté, enfin le film plastique au-dessus du carton, j'entends. Vous savez, vous avez quelquefois un carton plastifié, mais par contre, c'est plus compliqué à écrire au stylo et si on veut que le pharmacien puisse écrire sur la boîte les doses maxi ou la posologie, c'est une question qui se pose souvent pour les génériqueurs, ça. Exactement. Donc, les génériqueurs ont souvent eu cette nécessité de le faire puisque c'était un élément fort de différenciation puisque le prix était fixé, la marge étant fixée. La différenciation qu'ils ont pu, c'est la pertinence vis-à-vis de la pratique du pharmacien et dans un autre cas, les conditions commerciales et autres conditions. Ok, n'hésitez pas à poser toutes les questions, on a encore un petit peu de temps, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais te poser une autre question, Luc. Tu as mentionné l'inscription sur le logiciel de la pharmacie de la dispensation. Ça m'a rappelé mes quelques années à l'ordre et la question du dossier pharmaceutique, en fait. Mais le dossier pharmaceutique, enfin, pour inscrire au dossier pharmaceutique, on entre par la carte vitale, ce qui effectivement n'est pas le cas pour un médicament de prescription facultative. Dans ce cas, comment on rentre ça et qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée qui est rentrée dans le logiciel? Alors, il y a deux éléments. Lorsqu'on a, rien n'empêche d'inscrire dans le dossier pharmaceutique les dispensations de prescription médicale Oui, tout à fait. facultative. Mais il L'une faut des qu'il y ait difficultés, voilà. autre chose. Exactement. Non, pas nécessairement. Par contre, la difficulté, c'est que souvent, les gens vont associer la carte vitale avec une prise en charge. Tout à fait, oui. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué pour certains pharmaciens de dire « donnez-moi votre carte vitale », mais par contre, en fait, je ne vais pas forcément, ils ne seront pas pris en charge pour beaucoup de patients, la carte vitale, c'est une carte de crédit. Hein. Exactement. Et donc, dans ces conditions, c'est un petit peu compliqué. L'autre élément pour nous, ce qui est aussi ce qu'on appellerait de nos voeux, c'est de dire, voilà, au-delà des médicaments, il y a peut-être aussi un certain nombre de compléments alimentaires ou de dispositifs médicaux, mais par exemple des compléments alimentaires de type du millepertuis, qui ont des effets indésirables ou des interactions qui peuvent être conséquentes sur d'autres produits, mais qui ne peuvent pas être enregistrés dans le dossier pharmaceutique, parce que le dossier pharmaceutique, actuellement, ne traite que du médicament, pour faire simple. Mais le dossier pharmaceutique, ça serait, c'est idéal. Ce que je voulais juste dire, c'est que l'inscription dans le logiciel de la pharmacie est une étape nécessaire, mais pas suffisante, pour que cette information soit dans le dossier pharmaceutique du patient. Oui, tout à fait, mais en plus de ça, une fois que c'est le logiciel de la pharmacie, qu'est-ce qu'on fait de cette information, en fait? Exactement. Mais pour l'inscrire dans les logiciels de la pharmacie, même si le patient n'a pas sa carte vitale, vous pouvez toujours le faire en demandant son nom. Oui. Alors, il y a une autre question de Christiane Garbet sur l'importance des compléments alimentaires par rapport aux médicaments de prescription ou de non-prescription. Avec ou sans ordonnance? Est-ce qu'il y en a avec ordonnance, finalement? Alors chaque pays a des différences assez importantes. Si on prend l'Italie, la quasi-totalité du marché des compléments alimentaires est sur prescription. Enfin, et non pas sur prescription, elle est prescrite par le médecin. D'accord? Pour plein de raisons de type relation commerciale. À l'inverse, la France, on n'est pas du tout sur ce sujet. On a très peu de prescriptions de compléments alimentaires. Alors, sauf cas particulier, je ne vais pas parler des acides foliques ou autres qui sont des compléments alimentaires, voire des médicaments dans certains cas, mais qui ont des situations particulières puisque c'est la femme enceinte. À l'inverse, un autre sujet qui est assez intéressant, il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est que si on regarde au Portugal, les pharmacies mettent à disposition leur local de consultation pour des consultations que le patient paye directement à un nutritionniste. On a 50% des pharmacies qui ont ce système. Donc, le pharmacien ne salarie pas le nutritionniste. Le nutritionniste est un indépendant. Le pharmacien met à disposition le local gratuitement. Ce type de pratique en France, c'est interdit par l'ordre. Tout à fait, exactement. Mais c'est pour donner des exemples de dire finalement comment il y a des impacts importants de l'organisation des soins et du cadre réglementaire sur le développement de certaines activités de type ce sujet-là. Alors, par contre, si on regarde, autant c'est interdit ces éléments, autant je sais qu'il y a quelques groupements, j'en ai 2, 3 auxquels je pense, qui ont déjà
salarient Merci de couper votre micro. Alors, j'ai désactivé Merci le son. de couper. Voilà. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont intéressants. C'est que il y a 1 ou 2 groupements en France qui ont en salarié des nutritionnistes qui vont dans les pharmacies. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a plus cette interdiction. Parce qu'en fait, c'est une activité c'est dans le cadre de l'offre de service du groupement auprès des pharmacies. Je peux poser une autre question? Oui, vas-y, Christiane. Oui. Est-ce que l'homéopathie, qui maintenant n'est plus remboursée du tout, mais a été pas mal déremboursée pendant un certain temps, a vu vraiment beaucoup diminuer ses ventes en officine? Alors, il y a une diminution un peu importante, enfin en tout cas marquée, notamment autour de la discussion sur l'efficacité. Ça a été même avant la fin de la fin du remboursement. On a vu cette année en 2020 que finalement l'évolution n'était pas si importante que ça. Après 2021, c'est là où c'est vraiment la fin, puisque entre guillemets, il y aura une non prise en charge à la fois par les mutuelles et les complémentaires. Alors, en parallèle, on sait qu'en France, un certain nombre d'assurances maladies complémentaires, que ce soit des mutuelles, des assurances ou des prévoyances, sont aussi en discussion pour dire est-ce qu'on prend en charge un certain nombre de médicaments, y compris de l'homéopathie, par exemple. Donc là, on est sur, dans certains cas, des paniers de soins ou un forfait, entre guillemets, annuel qui peut ou pas inclure l'homéopathie, par exemple. Merci. Dominique Durand a une question. Oui, on ne vous entend pas, il faudrait mettre le micro là. Boiron va fermer quand même une de ses usines, celle de l'Indre-et-Loire, je crois. Donc quand même production. Alors, ce que je voulais juste vous dire, c'est les chiffres que je vous donne, c'est des chiffres qui ont été vendus sans ordonnance. Donc on n'a pas forcément eu un rôle important. Par contre, clairement, ils savent très bien que ça va avoir un impact réel par plusieurs éléments. Puisque quand on perd le listage, on a plusieurs éléments. Le premier, c'est que les prix sont libres. Le deuxième élément, c'est que le taux de TVA augmente, puisqu'il passe de 2,1 à 10% pour ces éléments. Troisième élément, le pharmacien aussi est libre d'augmenter ou pas sa marge, puisque lorsque c'est remboursé, le médicament homéopathique, la marge du pharmacien est contrôlée par l'État, il n'est plus. Donc on a vraiment ces 3 leviers. Donc on sait qu'il va y avoir sans doute une certaine augmentation des prix qui vient en partie compenser les baisses de volume. Mais que ce soit l'homéopathie ou tout autre délistage, des remboursements qui ont eu lieu dans le passé, c'est souvent ces évolutions. C'est vrai que de mémoire, je crois que les laboratoires Boiron avaient un grand nombre de centres régionaux qui préparaient les préparations extemporanées, et finalement pour eux ça a été il y a une reconsidération de leur tissu de ces centres régionaux pour voir si au regard des projections qu'ils font, la densité est suffisante ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment? Il y avait Catherine. Oui, peut-être juste François. Éventuellement, est-ce que la vaccination, les tests, tous ces éléments peuvent ajouter une opportunité aux pharmaciens justement pour fidéliser la patientèle? Ah oui, alors la vaccination pour moi c'est un élément. Alors vaccination antigrippale, c'est quelque chose qui est clairement intéressant parce que c'est demandé. C'est quelque chose qui est assez pérenne puisque chaque année on est obligé de se faire vacciner. Et qui, je pense, est encore attendu, sachant qu'actuellement, la vaccination en France est encore limitée à la population qui peut y avoir accès dans les pharmacies d'officine. Donc, on voit que si on regarde en Angleterre, on a d'habitude à peu près 3 millions de patients qui sont vaccinés par les pharmacies sur ces systèmes-là. Donc, la vaccination, clairement, c'est un élément. Ce qui est intéressant, c'est qu'on touche des populations autres, et y compris, ça permet d'être, dans certains cas, des produits d'appel. Si je prends quelques exemples extrêmes des États-Unis,
On a certaines chaînes de pharmacie ou des supermarchés, puisque vous savez, aux États-Unis, des pharmacies peuvent être au sein des supermarchés. Les supermarchés vous proposent, je vous rembourse votre prix de vaccination. Si vous vous faites vacciner chez moi, vous avez 10 centimes de dollars de moins sur votre plein d'essence. Ce que je veux juste dire, c'est que si vous regardez certaines chaînes de pharmacie aux États-Unis, alors pas aussi extrêmes, sont prêts à perdre de l'argent pour faire la vaccination parce que ça permet d'attirer un patient dans la pharmacie et qui va être attiré va aussi dire ben, je vais regarder n'importe quoi, le rayon cosmétique, le rayon, etc. Et donc finalement, la stimulation de la visite, elle est parfois aussi importante. Et donc finalement, c'est un des enjeux intéressants. Et donc c'est pour ça que dans la présentation que je vous ai fait, avec la description autour des 2 axes de pharmacie, les grosses pharmacies que je vous avais soulignées, avec quelques services, et parmi les services principaux, attends, j'ai juste et parmi les services principaux qui avaient été utilisés, c'est notamment les pharmacies en ligne, la vaccination qui est souvent un produit d'appel, un service d'appel pour les produits. Il y a une évolution qui commence en France qui est la… Alors, tu as parlé que ce n'était pas une vraie prescription, tu as dit que pas, enfin, la prescription par le pharmacien, c'est un peu un mot tabou, mais il y a la dispensation sous protocole. Alors, la dispensation protocolisée, c'est une idée qui est formidable, mais qui actuellement, les conditions de la HAS et réglementaires font qu'elles sont quasiment impossibles. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que tu exerces au sein d'une maison de santé, etc. En gros, il y a 40 pharmacies en France qui pourraient le faire. Si j'ai bien entendu quand même, il y a une évolution qui est envisagée, non? Alors, il y a une évolution qui est envisagée. La difficulté, c'est que le cadre réglementaire qui avait été voté à l'époque qui avait été soumis par Thomas Meunier, finalement, les conditions qui ont été mises en place par la HAS ont vidé de la substance peut-être la proposition. En tout cas, ont été très très loin de l'idée de base. Et parce que notamment les médecins s'opposent à la prescription pharmaceutique sur ces sujets. Donc c'est pour ça que je faisais état aussi de la Nouvelle-Zélande, puisque rien n'empêche, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de la cystite, par exemple, ou d'autres éléments, de dire, si c'est bloqué, l'autre solution, c'est d'avoir une dispensation avec une obligation d'un suivre l'arbre décisionnel, mais avec un médicament de prescription médicale facultative. Est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment nous avons pas mal ce soir de collègues marocains. Est-ce que vous avez des commentaires particuliers sur la situation au Maroc, notamment Younes ou d'autres qui sont là ce soir? Allô. Bonsoir. Bonsoir, c'est Aïcha. C'était un autre appel sur le téléphone, je pense. Bon, non, mais donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi. Oui, Christiane. Dans le cadre du conseil, quelle est l'importance des TROD? Alors, les TROD, il y a 2 sujets. On sait qu'en moyenne, donc, on a alors, le principal TROD qui, en termes volume, qui est vraiment intéressant, c'est le TROD angine. Oui. Donc, parce que ça représente une masse assez conséquente. Alors, on sait qu'il y a 90% des angines qui nécessiteraient de toute façon pas un antibiotique. Donc, on peut imaginer que le développement du TROD d'angine, qui est en plus pris en charge par l'assurance maladie, permettrait, d'éviter des visites chez le médecin, puisque vous pourriez avoir ces éléments. Et en même temps, quand vous avez un résultat négatif, c'est-à-dire que vous n'avez pas une angine d'origine bactérienne, le patient peut ensuite se voir proposer par l'équipe officinale un ou plusieurs produits, médicaments ou autres, qui peut l'aider dans son angine, puisqu'il y a quand même éventuellement des symptômes qui l'ont poussé à faire ce TROD. Donc, on peut imaginer ces éléments. Et donc, finalement, l'immédiateté du TROD, puisque c'est 15 minutes en général à peu près qui est fait, répond assez bien aux attentes des patients vis-à-vis de la pharmacie, c'est-à-dire fournir une réponse assez rapide sans devoir faire la queue, et de devoir prendre un rendez-vous chez son médecin qui a tendance à être un peu débordé. Et ça fait diminuer la prise des antibiotiques. Exactement, tout à fait. Exactement. Donc, on voit que même sur un certain nombre de sujets, on voit que c'est un élément assez intéressant
Et puis, en matière d'antibiotiques, on a d'autres approches qui ont été utilisées. Si on regarde dans certains pays, on a ce qu'on appelle des ordonnances différées. Donc, le médecin vous donne l'ordonnance, mais elle n'est valable qu'à partir de 3 jours après son émission. C'est-à-dire que vous avez une ordonnance et en gros, vous irez vous pouvez aller en pharmacie, mais le pharmacien refusera de vous la dispenser. Il faudra attendre 3 jours et après 3 jours, on sait qu'il y a 90% des cas, voire plus, qui ont été résolus et que finalement, il n'y a personne qui va aller le demander. Avec le paracétamol. Exactement. Merci. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions brûlantes? Oui. Bonjour, c'est Nagia Gibi du Maroc. Oui, bonjour, bonsoir. Alors, vous aviez posé la question sur la situation au Maroc. Oui. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre toute la communication de Luc Besançon parce que avec la circulation, ça a été difficile d'arriver. Mais néanmoins, j'ai vu une bonne partie. Au Maroc, il n'y a pas de statut, disons, les médicaments à prescription facultative ou médicaments conseil, il n'y a pas un paragraphe spécifique. Les médicaments en général, donc c'est dans la définition du médicament et nous voudrions justement, dans le cadre de la définition du médicament, rajouter ce statut du médicament conseil, de sorte que actuellement nous avons une pression sur les prix qui est depuis 2015, qui s'exerce d'année en année et qui est avec des révisions quinquennales à la baisse du prix du médicament. Et nous aurions, et même ces médicaments à prescription facultative sont benchmarkés. Malheureusement, les prix ne sont jamais revus à la hausse. C'est parmi le prix le plus bas des pays du benchmark. Donc, c'est ce qui fait que ces produits beaucoup ont disparu parce qu'ils n'étaient plus rentables pour les laboratoires. Donc, nous étions en train de travailler là-dessus, sur la base donc du statut de médicament conseil. Ce qui a été déterminé au niveau du pays maghrébin, c'est éviter la notion de l'appellation OTC, la proscrire, pour éviter justement que ces produits puissent partir en dehors de l'espace pharmacie un jour. Deuxième chose, suite aux grands titres qui sont réguliers des revues Que Choisir ou 60 millions de consommateurs sur les aberrations entre les prix pratiqués dans certaines pharmacies sur cette catégorie de médicaments et les prix dans d'autres pharmacies, nous avions voulu que le prix soit le même, mais que la distinction se fasse au niveau des marges. Donc, le prix est un prix de vente pour éviter justement d'arriver à une concurrence sauvage entre pharmaciens et éviter de discréditer les pharmacies par des gros titres et par des buzz sur les différences de prix pratiquées. Donc, un prix, ce qui a été adopté au niveau maghrébin, donc c'est un consensuel entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Un, appelé médicaments conseil. 2, un prix qui est un prix de vente identique au niveau des pharmacies, mais que la concurrence se fasse au niveau des approvisionnements, au niveau des marges avec les répartiteurs, avec les laboratoires. Et troisième chose, c'est que cette possibilité de révision, donc de flexibilité, de révision des prix sur la demande des laboratoires, à l'initiative des laboratoires, et pour éviter justement qu'il y ait des prix trop chers ou qu'il y ait des baisses trop fortes, c'est qu'il y ait une sorte de serpent, peut-être une évolution régulière, soit tous les 2 ans, soit quinquennale, sur une proportion de 10%. Nous avons aussi réfléchi de sorte pour que la TVA sur ces médicaments, il y a eu des laboratoires qui avaient proposé 20% pour ce type de produit, ce qui est aberrant. 20%, c'est ce qui est sur les compléments alimentaires, qui ne sont pas forcément, qui sont pas du tout du monopole des pharmaciens. Donc, c'est d'avoir une TVA qui est celle des médicaments, celle qui est pratiquée chez nous, qui est de 0,7, 10% maximum. Voilà, donc nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Santé là-dessus pour ce statut des médicaments conseil. Évidemment, c'est les mêmes molécules que celles qui sont adoptées en France au niveau de la NSM. C'est les pathologies qui vont être identifiées, c'est les 20 pathologies qui sont retenues en France, quitte à les enrichir après avec ce qui se passe par rapport sur le modèle du Canada ou de la Suisse. Mais en tout cas, on voudrait partir sur des acquis, sur une expérience et éviter justement une concurrence féroce entre les pharmacies, compte tenu que la liberté d'installation au Maroc, on ne s'installe pas où on veut.
il y a une répartition qui se fait par des distances minimales entre pharmacies. Les locaux de pharmacie sont généralement des petits locaux, rarement très grands. Donc, pour répondre à cette réalité, et c'est la même chose en Tunisie, en Algérie. En Tunisie, Algérie, il y a des numéros de clausus, mais que nous n'avons pas, nous. C'est que la distance entre les pharmacies qui est une distance minimale à respecter. Alors, nous sommes 12 000 pharmaciens au Maroc. Je pense que je vais revenir vers Luc Besançon pour quelques appuis sur le dossier sur lequel nous avons travaillé, qui était relativement avancé et qui finalement avait été, sur les critères que nous avions adoptés, a été accepté par toute la chaîne du médicament, en principe. Voilà. Ok, mais écoutez, merci beaucoup de cette exposé de comment ça se passe. Je suis sûr que Luc sera très, très heureux d'en parler avec vous. Pierre, je vais rajouter quelque chose. Oui, oui, vas-y, parle-nous un peu de la Tunisie. Oui. Alors, par contre, essaie de t'approcher du micro parce qu'on a du mal à t'entendre. Je rajoute quelque chose à ce que vient de dire Nagia. Bon, Nagia a fait une conférence sur le Maroc, là. Mais on va revenir aux médicaments. C'est vrai ce qu'elle avait dit au niveau des prix des médicaments au niveau du Maghreb. Il n'y a pas d'OTC. On s'était entendu qu'il n'y ait pas d'OTC, juste des produits conseils pour éviter, comme elle avait dit, pour que ça ne sorte pas en dehors des pharmacies. Mais je précise que nous n'avons pas, dans le Maghreb, dans tout le Maghreb, des groupements d'achat. Donc, il y a aussi ça. Donc, le prix, nous voulions que le prix soit fixe dans toutes les pharmacies, évidemment, de chaque pays, évidemment, parce que la monnaie n'est pas la même, donc ce n'est pas le même prix dans tout le Maghreb. Le prix dans chaque pays, le prix est le même pour tous les produits conseils dans toutes les pharmacies. Donc, c'est pour éviter, entre guillemets, une concurrence déloyale. Et puis, socialement, ce n'est pas les mêmes conditions aussi comme en Occident. Hein, donc, vous voyez. Et puis, nous avons la sécurité sociale récente chez nous, dans tout le pays du Maghreb. Donc, ça ne date pas de plusieurs dizaines d'années comme en France ou ailleurs. Donc, c'est juste une précision. Donc, il n'y a pas de groupement d'achat. Et je ne vais pas dire plus de choses comme Nagia hein, concernant le numerus clausus, etc. etc. C'est juste une précision concernant juste les médicaments. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on va conclure sur ce point au niveau du Maghreb, sauf s'il y avait une autre question brûlante pour ce soir. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir tenu le coup jusqu'au bout. Et Pierre, juste, tu veux peut-être dire que ça sera enregistré, voilà. Que ça sera disponible. Ce sera disponible, comme le dit Luc, ça a été enregistré, donc j'enverrai à tous ceux qui étaient inscrits les conditions pour le revoir en différé. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début, y compris pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, à nous faire un retour sur cette réunion, puisque, comme je vous l'ai dit, c'était une première pour la SFDP d'organiser une réunion comme ça le soir. Donc, dites-nous si le thème vous convenait, si les circonstances étaient les bonnes, l'horaire, etc. Et puis aussi, même si vous avez des suggestions à nous faire sur des idées pour faire des réunions de ce type. Et on sera très heureux d'essayer de faire encore mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, je remercie Luc qui nous a fait un exposé tout à fait passionnant sur ce thème très concret. Et merci à tous pour vos questions. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Merci à la FIPA qui nous a aussi aidé à organiser techniquement cette réunion. Et merci à toi, Pierre, et à la SFDP d'avoir organisé tout ça. Voilà, et à très bientôt donc à tous. Bonne journée, bonne soirée, au revoir. Au revoir.